va pouvoir passer à la troisième thématique, la maladie coronaire. Donc on a beaucoup parlé d'aspirine durant ce congrès à Madrid. Et on va tout de suite commencer par la double antiagrégation plaquettaire après un syndrome coronaire aigu, qui est normalement de 12 mois dans les dernières recommandations. Donc on va écouter l'étude Dual ACS. In European Society of Cardiology 2025 here in Madrid, and we presented a trial called the Dual ACS trial. It was the simplest study in history. We just randomized people who came in with a type 1 MI who were on dual antiplatelet therapy, and they were randomized on median of day 2. We took people who were going for surgery, going for stents, or being managed medically. Now, we followed these people up for 15 months, and we randomized them 1-to-1 to 3 months of dual antiplatelet therapy or 12 months. What we found was that after that 15 months, all-cause mortality was not significantly reduced, but there were strong trends for a reduction in mortality with 3 months. Unfortunately, the trial was stopped early because of the impact of COVID, which had really impinged our ability to do recruitment. We also saw in the efficacy endpoint that there was no difference in cardiovascular death or MI between 3 and 12 months. But we did see an increase in bleeding with a strong trend, but still not quite statistically significant. So in summary, this unfortunately underpowered trial because of prior trial termination, but still in 5,000 people, we saw strong signals of harm, but no clear evidence of any benefit. So the default treatment for me should be 3 months. Le présentateur de l'étude donne une conclusion quand même assez forte, c'est-à-dire qu'en disant qu'on peut donner 3 au lieu de 12 après un syndrome coronaire aigu, mais il dit également que l'étude manque de puissance, et donc c'est forcément une limite importante. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors c'est une belle étude parce qu'ils ont voulu analyser ce qui se passe dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire que ce sont des gens qui ont fait un infarctus et pour lesquels on va prescrire 3 mois versus 12 mois la double antiagrégation plaquettaire. C'est-à-dire qu'on ne va pas comparer l'aspirine ou pas, on va juste comparer s'il faut donner 12 mois de double antiagrégation plaquettaire ou bien 3 mois et ensuite garder un seul antiagrégant qui peut tout à fait être l'aspirine. Et donc, il montre dans ces courbes qu'on n'a pas de différence, qu'on mette chez ces patients qui ont fait un infarctus, que l'on mette pendant 3 mois ou pendant 12 mois la double antiagrégation plaquettaire qui est normalement recommandée par nos guidelines. Le problème, c'est que c'est une étude qui devait inclure 17 000 patients et qui n'en a inclus que 5 000, c'est-à-dire 30% de ce qui devait être inclus. Donc, il n'y a pas de différence, mais encore une fois, c'est une étude qui manque quand même de puissance. Ceci d'autant plus que les événements qu'ils ont rencontrés dans les 5 000 patients qu'ils ont inclus est très, 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 très faible. Donc, on peut se demander quels sont les patients qui ont été inclus dans l'étude. Est-ce que c'est véritablement les patients que l'on rencontre vraiment tous les jours ? J'avais une petite question pour Martine. Ils ont fait un infarctus et ils sont traités par quelle méthode ? Stent Alors, c'était ça aussi, c'est-à-dire que c'est la vraie population, comme ils l'estiment, c'est-à-dire qu'il y avait 20% de patients qui étaient traités médicalement. Mm-hmm. Il y avait 7 ou 8% de pontés et le reste c'était des gens stentés. Ça ressemble tout à fait à la population de Cure du départ qui nous a fait qui nous a montré l'importance de la double antiagrégation plaquettaire. Il n'y a pas que des gens stentés. Il n'y a pas que du stent. Donc pour toi au fond, le 12 mois reste... On n'a pas encore assez d'éléments. C'est sûr qu'on a tendance à l'état actuel à essayer de faire une désescalade, ça c'est sûr. On a tendance à en fait adapter notre traitement en fonction du patient. Le patient à haut risque athérothrombotique ou le patient à haut risque de saignement. Et donc on sent avec cette étude qu'on peut se permettre chez certains patients d'arrêter ce dogme de la double antiagrégation plaquettaire jusqu'à 12 mois. Mais encore une fois, pour tout le monde, c'est peut-être un peu exagéré. Voilà, parce que l'étude n'a pas la puissance qu'il faut et qu'elle devait avoir. Très bien. Deuxième étude sur la maladie coronaire, avec une question pratique sur l'impact de l'ajout d'aspirine chez les coronariens chroniques qui reçoivent par ailleurs un anticoagulant pour de la fibrillation auriculaire. Et là, nous avons la chance d'avoir à la fois en direct Martine Gillard ici sur ce plateau et en différé Martine Gillard à l'ESC. On y va.
Simultanément à leur publication dans le New England Journal of Medicine, Martine Gillard présentait durant les hotlines de l'ESC 2025 les résultats de l'étude Aquatique. Aquatique est une étude multicentrique académique française ayant pour objectif d'évaluer l'impact de l'ajout de l'aspirine versus placebo pour des patients coronariens chroniques à haut risque thrombotique, stentés depuis plus de 6 mois, recevant par ailleurs un traitement anticoagulant, principalement du fait d'une fibrillation atriale concomitante. Le recrutement de cette étude a été arrêté prématurément après l'inclusion de 872 patients du fait d'un excès de mortalité dans l'un des groupes. Concernant le critère primaire de l'étude, composé des décès cardiovasculaires et des événements ischémiques, il a été numériquement et statistiquement plus élevé dans le groupe recevant de l'aspirine par rapport au placebo, avec un hasard ratio à 1,53. Les hémorragies majeures ont aussi été statistiquement plus fréquentes dans le groupe recevant de l'aspirine, avec un hasard ratio à 3,35, ainsi que la mortalité toute cause, avec un hasard ratio à 1,72. Donc, maintenir ou ajouter de l'aspirine au-delà de 6 mois, chez un patient qui est déjà sous anticoagulant pour une autre raison, ça fait plus saigner et ça entraîne davantage de décès. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, le concept d'Aquatique était d'essayer de comprendre ce qu'il fallait faire chez ces patients qui ont un syndrome coronaire chronique, qui ont eu un stent et qui sont à haut risque d'événements athérothrombotiques et qui sont bien sûr sous anticoagulants. Quand on regarde les guidelines des cardiologues interventionnels, enfin sur l'ACS et sur le syndrome coronaire chronique, on nous dit ces patients-là, il faut leur rajouter de l'aspirine ou continuer l'aspirine lorsqu'ils sont à haut risque athérothrombotique, par exemple un patient qui a eu une angioplastie pour un infarctus ou qui a des lésions multiples ou des angioplasties compliquées. Donc, et ça on dit, c'est marqué, ces patients-là, on ajoute à l'anticoagulation de l'aspirine. Quand on regarde maintenant les guidelines de nos amis, de nos collègues rythmologues, eux ils disent « Ah non, après 12 mois, chez ces patients qui ont eu un stent, qui sont sous anticoagulants pour une fibrillation atriale, c'est la majorité des cas, il faut leur arrêter l'antiagrégant plaquettaire, il faut le laisser que sous anticoagulants. » Mais les deux, c'était des recommandations d'experts. C'est pour ça qu'on a fait cette étude, et on a donc, et elle a été, et je tenais à remercier l'ensemble des centres, parce qu'ils ont respecté l'indication, le type de patient inclus, c'était vraiment des patients à très haut risque d'événements athérothrombotiques. D'ailleurs, ils en ont fait beaucoup, il y a eu beaucoup d'événements. Eh bien, cette étude, elle a permis de mettre tout le monde d'accord, c'est-à-dire qu'après 6 mois, chez des patients qui sont donc stabilisés, eh bien, qui sont sous anticoagulants et qui sont à haut risque de faire un événement thrombotique, il ne faut pas rajouter de l'aspirine. Donc c'est vraiment un impact clinique majeur. Puisque ça sauve des vies par la baisse des saignements. Et on voit que dans la pratique de tous les jours, chez nous, puisque c'est une étude française, eh bien on s'aperçoit qu'il y avait 67% des patients lors de leur inclusion, donc c'était des patients stables, sous anticoagulants et qui avaient eu un stent, eh bien ils avaient l'anticoagulant plus un agent antiagrégant. Donc ils étaient sous cette double thérapie. Eh bien, à la suite d'Aquatique, normalement, il ne faut plus le faire. On va rappeler ces patients? Ils ont été rappelés. Il faut qu'on les rappelle? Il faut qu'on les rappelle. Alors, je ne sais pas s'il faut les rappeler, mais en tous les cas, nous, ces patients, on les voit. En rythmologie, on les revoit, puisqu'en général, l'indication de l'anticoagulation, c'est la fibrillation atriale, on est bien d'accord. Alors, pour ces patients-là, certes, nous, on avait comme recommandation, au bout d'1 an, d'arrêter et de finalement les laisser sous un anticoagulant oral direct, plutôt un anti-10 qu'un anti-2A. Bon, d'accord. Mais on avait quand même une petite clause de réserve qui disait qu'il fallait contacter, ou en tous les cas savoir ce qui s'était passé pendant l'angioplastie. Est-ce que c'était une angioplastie complexe, une angioplastie de bifurcation, une angioplastie d'un petit vaisseau Est-ce qu'aujourd'hui on va se passer même de cet appel téléphonique au cardiologue interventionnel, et est-ce qu'on va pouvoir, comme ça, arrêter tout simplement l'anti-agrégant à 1 an? Eh bien, c'est la beauté de cette étude, c'est-à-dire que justement tous nos collègues ont inclus les vrais patients, c'est-à-dire ces patients-là. Et le seul critère, c'est qu'il fallait qu'il n'ait pas eu d'événement coronaire ou de saignement 6 mois avant l'inclusion. Il fallait que ce soit des patients vraiment stables. Mais ces patients-là qui ont été inclus, ce sont ceux-là. Et malgré cela, l'aspirine est délétère. Donc il faut
On Donc, peut prendre peut la le faire décision chez- nous-mêmes. chez Voilà. tout le monde. Et c'est à partir de 6 mois. C'est même. Pas un an. Ouais, ouais. Alors, autre classe thérapeutique dont on a beaucoup parlé, une classe très ancienne, comme les digitaliques, sont les bêta-bloquants, avec 2 grandes études randomisées et une méta-analyse, plusieurs milliers de patients. Et on écoute Reboot, Betami et Danblock. We have presented during ESC 2025 the results of our Reboot CNIC trial. Reboot est une large étude académique conduite en Espagne et en Italie, dans laquelle 8505 patients ayant fait un infarctus non compliqué, avec une fraction d'éjection supérieure à 40%, ont été randomisés en sortie d'hospitalisation pour recevoir ou pas un bêta-bloquant. Le suivi médian a été de 3,5 ans. The main results of the study is that beta blockers were not associated with any benefit or any reduction in the primary outcome of death, reinfarction or heart failure. In fact, it was numerically higher in patients allocated to beta blocker. 317 patients in the beta blocker developed a primary outcome compared to 307 in the control arm. Dans la même session de Hotline de l'ESC 2025 étaient présentés les résultats conjoints des études Betami et Danblock, conduites en Norvège et au Danemark, ayant étudié la même question dans la même population de patients. 5622 patients ont ainsi été inclus pour recevoir un bêta-bloquant, du métoprolol pour 95% d'entre eux. Après un suivi médian de 3,5 ans, 394 patients du groupe bêta-bloquant sont décédés ou ont fait un événement cardiovasculaire majeur, contre 454 patients dans le groupe contrôle, une différence statistiquement significative. Very interestingly, we found that there was a trend for benefit in patients with mildly reduced ejection fraction. So this was the reason for us to team up with the other trial presented, which is the Betami Danblock, and we have focused only in this subgroup with mildly reduced ejection fraction between 40 and 50%. And altogether, and we have also presented in the same hotline and this published in Lancet, this collaborative work, we show that in this subgroup of mildly reduced ejection fraction, beta blockers are associated with a significant reduction in this primary outcome. Alors Damien, je viens d'écouter là. Moi, tous mes patients qui ont fait un infarctus, ils sont sous bêta-bloquant. Et si je comprends ce monsieur, j'ai tort dans un grand nombre de cas, c'est bien ça? Peut-être, à mon avis, tu as rarement tort, mais c'est possible C'est quand même gentil. que. En ce moment, c'est la fête aux bêta-bloquants, effectivement, comme on peut le voir. Alors, c'est toujours un peu perturbant d'avoir 2 essais qui s'intéressent à la même population, avec la même stratégie, qui montrent 2 résultats un peu opposés. Heureusement, il n'y a pas d'effet négatif dans un essai. Ouais. Voilà. Il y a un effet neutre et un effet plutôt positif. Alors, on se demande quand même s'il n'y a pas un loup dans un des 2 essais. Ce qui est toujours assez délicat à répondre, parce que c'est quand même 2 très belles études. Dans une des études, c'est vrai qu'on n'en sait pas trop sur la qualité du bêta-blocage, et ça pouvait être un élément quand même d'incertitude sur le résultat. Une façon un peu peut-être de mettre tout le monde d'accord, c'est ce qu'on a vu dans le reportage, c'est la méta-analyse qui montre que chez les patients qui ont une FEVG modérément réduite, il y a un bénéfice des bêta-bloquants. Un bénéfice, c'est évidemment une sous-analyse, mais en tout cas, on voit plutôt se dessiner un bénéfice pour ces patients-là. Modérément réduite, c'est-à-dire Entre 40 et 50%. D'accord, jusqu'à 50 quand même. D'accord. Voilà. Donc on se rapproche un peu de la dysfonction ventriculaire gauche. On a de plus en plus tendance à considérer que les patients finalement qui ont une FE entre 40 et 50 se rapprochent des patients qui ont une FE inférieure à 40 en termes de prise en charge. Mais je Au pense- fond, un patient qui a fait un infarctus, il n'y a aucune séquelle, l'infarctus est très ancien, on voit... bon, peut-être dans certains cas, on peut peut-être arrêter le bêta-bloquant. Alors oui, on pourrait, en tout cas là c'était introduire des bêta-bloquants, c'est encore plus radical. Ah oui, exact. Ouais, c'était introduire. Alors effectivement, probablement on peut faire rappel de l'essai Abyss qui avait été présenté il y a 1 an et qui lui s'intéressait à la possibilité d'arrêter le bêta-bloquant à distance de l'infarctus chez les patients qui par ailleurs n'avaient pas de dysfonction VG, pas d'insuffisance cardiaque, pas d'arythmie. Et vous vous souvenez sans doute que le résultat d'Abyss n'était finalement pas tout à fait celui attendu puisqu'il y avait quand même un excès d'événements quand on arrêtait les bêta-bloquants qui étaient surtout liés à des douleurs, de l'angine de poitrine et probablement à la remontée de la tension artérielle, de la fréquence cardiaque. Donc l'arrêt des bêta-bloquants, quand c'est bien toléré, plutôt non, d'après Abyss. L'introduction des bêta-bloquants chez les patients qui ont un petit infarctus, pas d'altération de la FEVG, ça se discute et probablement
pas forcément sur une durée importante. Très bien, alors pour résumer cette session, Dual ACS n'a pas convaincu Martine Gillard, qui reste sur 12 mois de bioantiagression plaquettaire lorsque c'est possible. Aquatique, et Martine et cette étude nous ont montré, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle aquatique. Bon. Mais en tout cas, aquatique nous montre que chez le patient coronarien chronique stenté, eh bien, qui est sous anticoagulant pour la fibrillation auriculaire, on doit même arrêter l'aspirine. Et enfin, les études bêta-bloquants, je ne les cite pas toutes ces trois, au fond, mettre un bêta-bloquant après, à distance d'un infarctus, pour l'introduire chez un patient qui a une fonction ventriculaire gauche normale, ça n'a peut-être pas un intérêt majeur, ou pas toujours, mais on garde le bêta-bloquant chez les patients qui ont une dysfonction ventriculaire gauche, même modérée. J'ai résumé correctement? Un peu pas près, tout à fait. Hein. C'est bien, c'est bien.